Merci Jean-François de m'avoir invité parce que, en fait, à cause de toi, je suis retourné à travailler sur une machine sur laquelle j'avais déjà travaillé au début des années 90 dans une perspective de lecture. Et là, en fait, ça m'a ramené, j'ai dû me forcer à trouver un sujet et je me suis dit, oh, mon Dieu, je vais reprendre cette idée de la machine à lire de Bob Brown. Et en recommençant à travailler sur Bob Brown, je me suis rendu compte qu'il y avait comme une toute nouvelle façon d'aborder cette machine. Donc, ça m'a ramené tout à fait à ce projet. Et vous allez voir un peu, c'est pas une fiction, c'est bel et bien une machine qui avait été créée en 1930. Vous allez voir le point de départ et aussi, je travaille beaucoup en ce moment sur un imaginaire de la fin du livre, donc toutes ces manifestations d'une appréhension de la fin du livre à cause de la transition qu'on connaît en ce moment entre une culture du livre et une culture de l'écran. Donc, vous verrez que mon intervention s'ouvre avec ça, puis c'est d'une certaine façon l'horizon en fonction duquel je travaille en ce moment. Je vais commencer avec une citation de Brown. I request the reader to fix his mental eye for a moment on the ever-present future and contemplate a reading machine which will revitalize his interest in the optical art of writing. Alors, la volonté de trouver de nouveaux dispositifs de saisie, de conservation et de transmission des textes s'est manifestée de façon récurrente tout au long du 20e siècle. Et le processus s'est intensifié au 21e avec les plus récents développements informatiques qui ont fait se multiplier les surfaces de lecture, de la tablette tactile et des liseuses électroniques aux écrans de plus en plus précis de nos ordinateurs. Ces nouveaux dispositifs nous font entrer dans une culture de l'écran qui semble sonner le glas du livre et de sa culture. L'actuel imaginaire de la fin du livre s'alimente d'ailleurs de cette évolution technique, de la mise en ligne de plus en plus massive du patrimoine littéraire mondial. Par exemple, le projet Books de Google en est presque l'exemple idoine, c'est-à-dire que le livre va disparaître et tout le contenu des livres seront à l'écran, ainsi que de la popularité du web social et des plateformes de diffusion. S'il est vrai que l'écran relié rivalise maintenant avec le livre comme support de texte et dispositif de conservation et de transmission, son apparition ne signale pas nécessairement la disparition du livre. Les deux risquent de cohabiter longtemps, d'autant plus que les versions écraniques des textes se sont développées en émulant ou en reproduisant le format de la page et du livre, qui continue ainsi à s'imposer comme référence. Ce sont des pages qui sont reproduites grâce à l'encre électronique, des textes qui respectent les standards de la mise en page livresque et des feuilles qui se tournent comme on le fait avec un volume papier, une espèce de page qu'on s'amuse à tourner. Et cette recherche d'un dispositif technique capable de rivaliser avec le bon vieux codex ne s'est pas faite d'un seul coup. Elle n'a pas abouti de façon spontanée à un modèle fonctionnel. Le désir de renouveler les instruments même de la lecture a laissé de nombreuses traces, des projets de machines à lire morts au feuilleton. Ces projets parlent tous d'un souhait, celui de rénover les techniques de conservation et de diffusion des textes, ainsi que les mécanismes même de la lecture, qui n'évoluent jamais assez rapidement, au goût de certains. Ensemble, ils constituent une incroyable archive des médias morts, des dead medias, machines qui n'ont pas survécu à leur propre naissance et qui, à la manière d'un Frankenstein zombie, je voulais mettre Frankenstein et zombie dans un seul syntagme, jonchent les entrepôts des bonnes idées prématurées. J'aimerais, dans le cadre de cette communication, m'arrêter à un exemple précis de machine à lire, une machine qui n'a peut-être jamais existé en bonne et due forme, mais qui n'en a pas moins suscité une importante réception critique jusqu'à s'imposer comme l'idée maîtresse d'une rhétorique contestataire. Ce sont les Readies de Robert Carlton Brown. Donc, il y a une Craig Saper. Vous allez voir, je vais revenir à Craig Saper par la suite, parce que ça devient pour moi un cas tout à fait intéressant. A réédité en 2009, le bouquin de 1930 paru au Roving Eye Press. Donc, il y en avait comme 30 copies ou 50 copies en 2009. Alors, allons-y avec The Readies. En 1930, le poète moderniste industriel à César, Robert Carlton Brown, aussi connu comme Bob Brown, a proposé une machine à lire révolutionnaire baptisée The Readies. Il y avait eu les Talkies, il n'y avait pas encore les Readies, donc lui, il a décidé d'avoir les Readies. Cette machine reposait sur le principe d'une miniaturisation des dispositifs de lecture. Alors, attendez de voir la machine, on va rire, en ce qui concerne la miniaturisation, bien sûr, des dispositifs de lecture. C'est quand tu vois le prototype. Bon, OK. Brown était arrivé à la conclusion que tous les arts, sauf la lecture, avaient connu un développement important lors des 2 premières décades du 20e siècle. La peinture et la sculpture avec le cubisme, l'écriture avec les modernistes, la musique, l'architecture, le théâtre, la danse, le cinéma, tous ces arts avaient connu une révolution qui en avait accéléré le renouvellement.
Seule la lecture accusait un certain retard, attaché aux livres, au papier et aux lignes qui doivent être parcourues de façon archaïque, de haut en bas, de gauche à droite, dans un mouvement inutilement compliqué. Et je paraphrase simplement Brown lui-même. Il a donc décidé d'en repenser la pratique et de mettre au rencard le livre. À la ligne hachurée du texte imprimé sur une page, il voulait substituer la ligne continue du ruban du téléscripteur, le ticker tape. Comme le signale Jeremy Norman, written before anyone imagined electronic computers, and even longer before anyone imagined a handheld electronic computer, one goal of Brown's vision of new media for reading was saving space, paper, and ink through media more compact than traditional printed books. Sa machine à lire devait permettre de lire en 10 minutes un texte de 100 000 mots, vitesse rendue possible grâce à une nouvelle conception de l'imprimerie. Le texte devait être imprimé à l'aide de procédés photographiques modernes, pour 1930, sur des rouleaux d'un tissu miniature et transparent qui pouvaient être transportés dans des boîtes à pilules. Ces microfilms, entre guillemets, étaient faits pour se dérouler sous une bande de verre grossissant de 30 cm de long. Le lecteur était ainsi libéré du livre, de la nécessité, de le tenir, de tourner les pages et de les garder propres, d'avoir à faire osciller ses yeux. C'est le texte qui bougeait, et non plus les yeux, qui allait vers le lecteur plutôt que l'inverse, ce qui devait accélérer le processus de lecture. C'est une très belle fiction de la lecture. C'est d'ailleurs pour ça que dans un premier temps, ça m'intéressait. Maintenant, c'est plus une archéologie des médias qui m'intéresse. Comme le dit Brown, to continue reading at today's speed, I must have a machine. Et 2016, ça va parfaitement, on comprend. A simple reading machine which I can carry or move around, attached to any old electric light plug, and read 100,000-word novels in 10 minutes if I want to, and I want to. Brown prévoyait rendre les rouleaux disponibles dans des pharmacies ou dans des boîtes téléphoniques, je pense l'ancêtre des clubs vidéo. Il croyait surtout que sa machine à lire entraînerait une transformation de l'écriture. La nouvelle lecture, rapide, efficace et économique, nécessitait pour son développement la formation de nouveaux mots, l'élimination de vieux mots usés, la disparition des articles par exemple, ou des copules, de tous ces mots qui ne sont pas essentiels, et leur remplacement par des tirets ou des espaces. Comme il aimait le dire, « Let's see words machine-wise. Let useless ones drop out and fresh spring, fancy winking ones pop up. » Merveilleux. Brown ne s'est pas limité à imaginer sa machine, il a entrepris d'en construire une version prototypique, c'est ce que vous avez vu tantôt. Un premier modèle a été développé par Ross Sanders à Cagnes-sur-Mer. Un industriel américain, Albert Stoll de la National Machine Products Company de Détroit, a même tenté, mais sans succès, de perfectionner l'instrument. Et Brown a entretenu une correspondance avec Bradley Fisk, qui avait lui-même inventé une machine à lire utilisant essentiellement la même technologie. Mais Brown se montrait critique de l'invention de Fisk, qui maintenait l'hégémonie de la page comme unité de base d'impression du texte et le livre comme unique référence. Et donc là, c'est Brown critiquant Fisk. But book me no books. In the Fisk machine, we still have with us the preposterous page and the fixity of columns. It is stationary, static, antiquated already before its acceptance, merely a condensed, unbound book. Arrêtons-nous quelques instants sur The Fisk Reading Machine. Oui, ces choses existent, c'est pas une fiction. Dans les années 20, année évidemment, on le sait, marquée par une importante prospérité économique, l'amiral Fisk, inventeur de renom, œuvrant surtout dans le domaine militaire, avait proposé une machine à lire portative, The Fisk Reading Machine. Il s'agissait d'un appareil muni, vous l'avez là. Il s'agissait d'un appareil muni d'une lentille grossissante qui donnait accès à du texte imprimé en miniature sur des cartes. On glissait ces cartes dans la fenêtre de l'appareil et à l'aide d'un viseur, on pouvait récupérer le texte et le lire. Les bénéfices d'une telle invention étaient nombreux. Réduction des coûts de production, de distribution et d'entreposage des livres, économie de papier, accessibilité accrue des informations. Et qu'on peut le lire dans un numéro du Scientific American de 1922, merci Internet parce qu'il a été reproduit sur une page wiki. The diffusion of knowledge will be greatly facilitated because even the poorest people will be able to buy the most instructive and entertaining works. À une époque où tout va toujours plus vite, la machine à lire Fisk promet un accès accéléré et simplifié à de grandes quantités de texte. Un simple coup d'œil par la lunette de la machine, 120 mots sont aussitôt révélés. Lors d'une démonstration, l'amiral Fisk parvient à lire à voix haute 239 mots à la minute.
Je pense que je parle à 300 mots à la minute, là, c'est une autre histoire. Tandis que l'auteur de l'article du Scientific American lui parvient à lire à voix basse 287 mots à la minute. Chaque carte peut contenir 10 000 mots sur chacune de ses faces. On comprend vite les économies d'échelle proposées. Il faut dire que les microfilms apparaîtront souvent au fil des décennies comme la réponse par excellence au défi de l'espace de stockage restreint des bibliothèques. Un essai comme le Double Fold, Libraries and the Assault on Paper de Nicholson Baker de 2001 a bien montré les saccages qui ont été faits dans les collections de journaux et de livres des grandes bibliothèques américaines au nom de l'espace et de la conservation dans les années 1980-90. Si vous avez lu Double Fold, c'est tout à fait fascinant. Le microfilm apparaissait alors comme la panacée universelle, une technologie enfin capable de remplacer le livre, avant bien sûr de se révéler extrêmement fragile et inflammable. Comme quoi, quand il est question de livres et de leur survie, Ray Bradbury n'est jamais très loin. Quant à l'amiral Fisk, inventeur de dispositifs techniques militaires aussi divers que le Gun Director System, le Naval Telescope Sight, le Stadimeter, le Turret Range Finder, le Torpedo Plane, celle-là j'aimerais ça l'avoir, et le Horizometer, il est aussi l'auteur d'essais dont The Art of Fighting, The Navy as a Fighting Machine, de même que Invention, The Master Key to Progress. Dans ce dernier essai, l'amiral se fait l'apôtre de l'inventivité humaine et surtout d'une conception technique et machinique du monde. Dans son avant-dernier chapitre, The Machine of Civilization, il exploite cet argument en affirmant d'entrée de jeu « The originating work of inventors of all kinds have built up a machine of civilization that is surpassingly wonderful and fine », on dirait du Donald Trump. Mais il est évident que excusez, je devrais arrêter de faire du commentaire ad lib sur ma communication. Mais il est évident que de protéger et de conserver intacte cette belle et grande machine de la civilisation qui menace à tout moment de se détraquer, il faut de bons et loyaux soldats qui sauront assurer la marche du progrès en travaillant à son développement tout en protégeant ses arrières. Donc c'est le Rear Admiral Fisk. Et il y a de longs passages sur le bolchevisme et le pacifisme étant vraiment pire que le bolchevisme. C'est toujours drôle. La machine à lire, donc, est un autre maillon dans le développement de cette machine de la civilisation, étape d'autant plus cruciale qu'elle touche l'esprit humain, rétif pourtant à toute approximation de ses modes de fonctionnement. Alors revenons maintenant donc aux Readies. Les Readies de Bob Brown, malgré leurs promesses, n'ont eux aussi jamais été commercialisés. Ils figurent maintenant dans la rubrique des inventions amusantes, voire originales, mais abandonnées, dans la rubrique des médias morts et enterrés. On les retrouve d'ailleurs listé dans le Dead Media Project. Si ça vous intéresse, c'est tout à fait fascinant. Vous entrez Dead Media Project, c'est un projet important du Web 1.0 et le répertoire est encore disponible, les articles sont encore disponibles. Cette base de données accessible en ligne est alimentée par les usagers qui compilent l'ensemble des technologies de communication oubliées ou obsolètes. L'objectif de Brown, par contre, celui de renouveler le rapport à la lecture et au savoir en recherchant une plus grande efficacité, rapidité et compacité des dispositifs de conservation et de lecture était légitime et il a continué à susciter de nombreuses recherches. C'est là que ça devient intéressant. Et après un oubli de presque 60 ans, son invention a recommencé à susciter de l'intérêt avec notamment le développement de dispositifs numériques de lecture. Il faut dire que les Readies intéressent non seulement les historiens du modernisme, mais encore cet auditoire plus vaste, préoccupé par l'impact des technologies médiatiques sur un processus longtemps tenu pour acquis, à savoir l'acte de lecture. Et à ce titre, le projet de Brown apparaît comme un véritable précurseur de nos pratiques numériques. Les logiciels de messagerie instantanée qui peuplent nos téléphones intelligents et le style télégraphique qu'ils suscitent, les liseuses à encre électronique qui se sont affranchies du codex, si l'on oublie cette étonnante nostalgie compensatoire pour la page, les clés de mémoire, les bases de données, le web, tout cet écosystème qu'on connaît maintenant sous le nom de culture numérique, a connu une première approximation sous la plume de Brown. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est qu'il ne s'est pas contenté d'imaginer une machine à lire, un dispositif technique isolé, mais une pratique culturelle complète. Sa machine ne devait pas simplement servir à transmettre du texte, un texte maintenu tel quel, comme cette révolution technique ne devait changer en rien ses modes de composition. Elle imposait de revoir de fond en comble sa disposition et par conséquent son écriture. Marshall McLuhan nous a habitués, bien sûr, à concevoir les liens complexes entre médium et message. Bob Brown avait anticipé cette leçon, comprenant bien que, puisque le texte devait dorénavant se donner sur une seule ligne, non seulement de nouvelles phrases et structures syntaxiques, mais de nouvelles organisations discursives étaient à prévoir.
Brown ne s'est pas limité à développer son invention. Il a fait appel à une quarantaine d'écrivains, dont Gertrude Stein, un très très jeune Paul Bowles, Ezra Pound, William Carlos Williams, pour constituer un premier corpus de ces Reddies. Brown a même édité un livre afin de donner un aperçu de cette nouvelle textualité et par conséquent de cette nouvelle lecture. Un universitaire, et c'est là que le bouquin qui circule devient pertinent, un universitaire tel que Craig Saper, spécialisé dans les liens entre textualité et technologie, a réédité en 2009 le livre de Brown. Son intérêt n'était pas lié aux théories de la lecture et de la textualité, mais à une archéologie des médias, les Reddies apparaissant comme un précurseur des liseuses et tablettes tactiles. Fasciné par les machines comme alternative au codex et aux formes traditionnelles de représentation, Saper a associé les Reddies à l'esthétique rétro du steampunk. Comme il le dit, the steampunk aesthetic would today embrace Brown's clunky futuristic machines, perhaps with the slightly modified name machine punk, revealing in cogs, gears, magnifiers, and spools running on a whirring electric motor. Exploitant le registre d'une histoire contrefactuelle, d'une certaine façon, Saper en vient même à imaginer un succès commercial aux Reddies, dépassant l'étape du prototype pour devenir le dernier gadget à la mode. L'intérêt pour cette machine moderniste à la croisée des propositions des futuristes et de Jules Verne, selon Jennifer Schussler, qui fait d'ailleurs de Brown le parrain du e-reader moderne, ne se dément plus. Alors, Camaria Penn, une graphiste travaillant dans les îles Vierges, a fait paraître en 2013 un fascicule au design tout à fait élégant qui se veut une interprétation visuelle des Reddies de Bob Brown. Composé de 12 pages qui se plient en accordéon, le projet exploite le caractère futuristiquement daté de l'invention, jouant sur les collages et les rouages. Nous ne sommes plus dans une recréation, un peu comme le fait Saper, mais dans un supplément, un complément qui ne nous apprend rien de nouveau sur la machine, ceci dit, sinon sa pertinence renouvelée en contexte numérique. C'est une version nostalgique des Reddies qui accentue la dimension manifestaire du texte. Il faut dire qu'il aurait été intéressant de recréer les Reddies à la manière de la roue de lecture conçue au XVIe siècle par Agostino Ramelli et réalisée par l'architecte Daniel Lipskin. Lors de la Biennale d'architecture de Venise en 1985, Lipskin a présenté ses 3 leçons d'architecture composées de The Reading Machine, The Memory Machine et The Writing Machine. Et donc, vous avez là une représentation de la Reading Machine qui reprend, on le voit très très bien, le projet de Ramelli quelques siècles plus tôt. Ces machines monumentales à Lipskin qui voudraient en soi une communication. Il y a là en fait un projet d'actualisation sur le mode architectural de projet tout à fait fascinant. Offrait donc une prise inattendue sur ces fonctions humaines que sont la mémoire, l'écriture et la lecture et qui ont façonné notre civilisation. En fait, Craig Saper a entrepris avec Brown ce que Lipskin a fait avec Ramelli, c'est-à-dire qu'il a proposé une version numérique des Reddies, remédiatisant à l'aide d'un logiciel émulateur la machine à lire. Sur le site du projet reddies.org, on retrouve un dispositif qui nous permet d'expérimenter par nous-mêmes les Reddies. Disparus les microfilms et les lunettes, les bobines de pellicule et les mécanismes de projection, ils ont été remplacés par une interface conviviale qui fait passer des textes par une fenêtre rectangulaire aux angles arrondis qui imite le viseur de la machine originale. 49 textes ont été téléversés, tous extraits de l'édition de 1931 des Reddies for Bob Brown's Machine. Alors juste pour que je vous le montre. Et donc là, vous voyez, donc en fait, ce que réussit à faire Saper, c'est bel et bien à reproduire. On peut aller plus vite, on peut aller plus lentement, on peut aller à gauche, on peut aller plus vite, on peut aller à gauche, on peut aller à droite. On peut devenir malade. J'ai fait exprès de faire l'équivalent un peu de Scratch, comme si je me servais de l'écran. Vous allez voir, tout est codé. Donc, le texte défile de gauche à droite sur un banc de pellicule. Au moment de passer derrière le viseur, le texte est agrandi, ce qui en permet la lecture. On peut arrêter le défilement du texte, le faire repartir, accélérer les rythmes ou le ralentir, tout comme on peut le faire revenir, allant de gauche à droite ou dans le sens contraire de la lecture par conséquent. Les enchaînements sont innombrables. Évidemment, plus le texte défile rapidement, plus la lecture en devient entravée, le regard s'égarant dans le mouvement des mots. Les Reddies, et l'émulateur le rend bien, ajoutent du mouvement à ce qui reste usuellement immobile. Les mots ne sont pas censés se déplacer dans la page, sauf dans des cas de poésie cinétique. Là, en fait, ça redevient la poésie cinétique. Ils restent stables et ce sont les yeux des lecteurs qui vont les chercher.
Avec l'émulateur de la machine de Brown, les mots se mettent à défiler dans les deux sens. Ils sont mouvements et deviennent graduellement illisibles, renvoyant le lecteur à son acte déjoué dans ses principes mêmes. Le texte ne se donne plus à lire, mais à voir. Il n'est plus de l'ordre du lisible, mais du visible. C'est une figure de texte, une figure qui en révèle à la fois la présence, on le voit qui défile sous la loupe, et l'absence, on ne parvient plus à le lire. Sapeur, je m'excuse, sapeur pompier, je pense que ça doit être Ray Bradbury qui fait de l'interférence. Sapeur a bien saisi les enjeux contemporains de notre émulation, de son émulation, qu'il identifie justement lui-même aux effets du scratch, la pratique musicale au cœur, bien sûr, du rap. Alors, je vous cite Sapeur, et j'en ai encore juste pour comme 2 pages, ça devrait aller. What if someone had built a scratch machine that changed reading into something besides the foundation of alphabetic print culture literacy? What if someone today built an online e-version of the machine to allow for the simulation of the interaction and engagement with the material conditions of reading as a technology, with more in common with scratch, remix, than sounding out words? L'émulation des Redis par Sapeur déplace l'entreprise de Brown pour lui donner une nouvelle pertinence. Elle ne fait pas que reprendre un projet moderniste en lui donnant une nouvelle actualité, celle qu'Internet pourrait lui assurer, elle l'ajuste aux pratiques contemporaines, notamment à celles associées au rap et au scratch, qui font du texte moins une forme linguistique qu'un matériau artistique. Citant The Invisible Generation de William Burroughs, qui s'amusait dès 1966 à faire jouer à rebrousse-poil les 33 tours afin de faire apparaître des mots cachés, on se souvient, Sapeur associe étroitement les techniques du scratch, des rappers et des DJs à la délecture ou encore au délire que permettent les Redis. Comme il le mentionne, le scratch n'est pas une simple technique visant à orner un texte en l'altérant, mais une stratégie de lecture résistante qui fait surgir du texte des significations par ailleurs évanescentes. Il faut égratigner le texte pour lui retirer son vernis et, en quelque sorte, le décaper. Je vous le cite à nouveau. What does it mean to apply a term usually thought of in terms of composition, music, media, writing, to a cognitive process of a subjectivity? By shifting the terms of the debate, the frame of how one defines reading, the process now resembles composition rather than reception. Reading as something more akin to scratching, and the turntablist of DJing suggests a subject formation as a bricoleur in motion. Les Redis, dans leur simulation numérique, deviennent l'emblème d'une pratique de réappropriation et de détournement, d'une subversion de l'ordre établi, ordre culturel, mais aussi économique et politique. Les Redis sont à la société ce que le scratch est à la musique. Et ce rôle d'emblème, Craig Sapeur le comprend bien, lui qui choisit comme pseudonyme pour certains de ses projets le nom de DJ Redis. Où les initiales, bien sûr, DJ, indiquent explicitement que les Redis ne renvoient pas tant à la machine de Bob Brown qu'à sa remédiatisation par Sapeur. Ce sont ses Redis à lui, Sapeur, sa propre pratique du scratch comme stratégie interprétative, un peu comme le remix devient chez Mark America, une pratique d'analyse textuelle. On connaît assez bien pour savoir à quoi ça renvoie. Véritable Ghost in the Machine, DJ Redis s'est immergé dans l'esprit de la machine et s'est transformé en une figure révolutionnaire, un visionnaire prêt à revoir les fondements de notre société. Sous le pseudonyme de DJ Redis, Sapeur a d'ailleurs signé un manifeste socio-poétique qui n'est pas sans rappeler l'appel à un renouvellement des pratiques artistiques de Brown. Intitulé Intimate Bureaucracies, ce manifeste au titre oxymorique, Intimate et Bureaucracies ne vont pas du tout dans le même sens, est paru chez Punctum Press, donc en fait une maison d'édition spécialisée dans ce type de manifeste, se présente comme un regard historique porté sur notre présent, envisagé rétrospectivement comme un point tournant, à la manière donc de l'ange de l'histoire de Benjamin, tourné vers un passé qui n'est rien d'autre dans ce cas-ci que notre propre présent, notre propre temps. Les Redis ne sont plus une machine physique, une série d'engrenages et de microfilms, mais une machine abstraite, une machine imaginaire qui impose sa façon de concevoir le monde et de le reconstruire. Si Donna Haraway a pu définir le cyborg afin de se doter d'une perspective originale d'analyse du monde, sur le mode du genre, Sapeur peut bien placer les Redis au cœur d'une entreprise de refondation du monde sur la base des possibilités participatives et décentralisantes du web. Ils sont devenus une machine à lire de nature sémiotique, une hypothèse interprétative faisant ressortir le grain du texte ainsi que ses zones de résistance ou de dissolution.
Le scratch textuel fait apparaître une nouvelle parole apte à déconstruire les discours hégémoniques et à construire une nouvelle mythologie, ancrée cette fois dans le virtuel. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que ce cher Sapir, par le biais ici bien sûr d'un petit montage, merci Photoshop, réussit à se mettre dans la photo avec Bob Brown. Et donc, il y a un double mouvement qui est fait dans le travail de Sapir, c'est-à-dire il amène les Reddies du passé vers le présent, et donc jusqu'à se faire lui-même appeler DJ Reddies, et en même temps, en fait, il se met lui-même dans la période, en 1930, dans la période de Bob Brown. Donc là, on a le droit, en fait, à l'écartèlement complet, et pour vous montrer jusqu'à quel point il se rend, et c'est là où ça redevient, en fait, une sémiotique de la lecture. c'est là où je trouve que mon archéologie des médias revient à une perspective de lecture. Eh bien, Sapir a fait quoi? A tout réédité les textes de Brown, donc que ce soit Words, 1450, 1950, Gems, et il s'est même rendu jusqu'à faire une biographie de Bob Brown, intitulée The Amazing Adventures of Bob Brown, a real-life Zelig who wrote his way through the 20th century. Donc, on voit donc une appropriation vraiment complète de cette machine à lire qui a été complètement intégrée. On rejoint ce qu'on avait abordé ce matin, les prothèses. La machine devient une prothèse. Voilà. Merci.